Merci beaucoup pour tout. Je tiens aussi à remercier là, le comité organisateur de ce colloque. Je pense que des espaces de discussion comme celui d'aujourd'hui sont nécessaires pour repenser puis réenchanter aussi l'enseignement, nos pratiques. Et d'ailleurs, la conférence d'Yvon Rivard de tantôt a fait augmenter chez moi mon désir de rompre avec certaines directives qui sont imposées par l'administration. Jean-François Bourgeot et moi-même, on a tenté d'imaginer quelque chose de différent au Cégep de Saint-Laurent. Alors, vous êtes ici en présence de deux collègues qui, jusqu'à l'automne 2024, commençaient à en avoir ras-le-bol de certaines choses. J'en nomme trois ou quatre pour aller vite. Alors, on en avait assez de former des techniciennes et des techniciens en analyse littéraire. On en avait assez aussi de consacrer un temps fou dans nos cours à l'enseignement d'une méthodologie qui nous écartait des textes littéraires. Et conséquence encore plus funeste, qui avait le malheur de produire des textes qui, quand on les lit, c'est réfrigérant. C'est des textes dans lesquels on n'entend jamais battre les jeunes cœurs des étudiantes et des étudiants qui les produisent. Et justement, ça, c'est peut-être une des choses quand on en discutait dans nos bureaux qui nous chagrinait le plus, le fait qu'on ne convoquait jamais, au final, leur sensibilité dans ce qu'on leur demande d'écrire. On en avait aussi assez de se retrouver dans des discussions, quand on discutait des œuvres qu'on voulait mettre au programme, de se rendre compte qu'on choisissait nos œuvres à partir, en fonction, en fait, de leur compatibilité avec les exigences qui sont celles de l'analyse et de la dissertation. Ça nous est apparu aussi comme quelque chose de très pénible. Puis enfin, on a ressenti un déchirement existentiel. Pour le dire comme Fernando Pessoa, on rappelle constamment à nos étudiants que la littérature est une preuve que la vie ne suffit pas. Mais simultanément, en classe, on se rend compte que quand on s'adresse à nos étudiants pour leur demande d'écrire, on se comporte comme si la pratique de l'écriture littéraire n'avait, pour ainsi dire, aucune valeur. Quand je regardais les plans de cours de mes collègues, on voit que les travaux de création, quand il y en a dans les cours de nos collègues, c'est une portion congrue, c'est des 5-10%. Très souvent, les collègues admettent en réunion qu'ils ne savent pas comment corriger ça. En somme, la création littéraire apparaît comme une sorte de divertissement, une manière peut-être aussi un petit peu artificielle de faire augmenter les moyennes dans les cours. Bref, constatant tout ça, Jean-François et moi, on a eu envie de faire bouger un peu les choses. Et c'est à la faveur d'une proclamation ministérielle qui a déclaré que le cours 101 était un cours défi. Il y a eu des demandes dans les cégeps pour des projets pédagogiques innovants, nombreux, et Jean-François et moi, on a profité de cette brèche pour proposer donc le projet qu'on vient vous présenter aujourd'hui en partie. Alors, ce qu'on a choisi de faire, Jean-François et moi, c'est un projet très pratique. Théoriquement parlant, on n'a pas rénové la théorie de la création littéraire, les avantages pédagogiques. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des articles, des livres très intéressants sur le sujet que Jean-François et moi, on a lu. Nous, notre volonté, c'était pas de revenir sur la théorie. Au contraire, on voulait plutôt présenter quelque chose de pratique qui allait avoir des retombées concrètes en classe. Alors, pour nous, il n'y avait pas de doute sur ça. Le sujet d'invention convient à la mission qui est celle d'une enseignante ou d'un enseignant qui donne le cours de français 101. Cette mission-là, puis je vais laisser Jean-François revenir sur ça à la fin de notre présentation, c'est, si je me fie au devis qu'on devrait, je pense aussi, enfin, on pourrait en rediscuter, qui est analyser des œuvres littéraires. On conviendra que le devis est très flou. Donc, on s'est dit que la création pouvait fortement s'inviter pour permettre aux étudiants de relever ce défi-là. Alors, ce qui a été plus difficile pour nous, c'était de convaincre une assemblée départementale, parce qu'elles existent et elles instaurent des règles, de la légitimité de la création littéraire pour parvenir pour l'atteinte des compétences, les critères de performance, toute cette chose-là. Et donc, il fallait qu'on paramètre nos sujets d'invention, qu'on arrive à trouver des grilles de correction et différentes façons de les corriger qui puissent convenir pour faire en sorte que les étudiants qui sortent de nos cours expérimentaux ne soient pas aussi désavantagés quand ils se retrouvent en français 102, où là, la dissertation explicative va leur être assénée de plein fouet. Fait que là, on voulait que tout ça puisse se faire de la manière la plus souple possible. Je veux juste dire une chose avant de passer le micro à Jean-François, c'est qu'on a mis ce programme-là à l'essai à l'automne 2024, moi et lui, dans 5 groupes, puis à l'automne 2025, donc la session qui est terminée juste avant Noël, on était rendu avec 5 ou 6 collègues et une vingtaine de groupes faits en mode de création intégrale.
Donc, c'est quelque chose qui a pris dans le département et on a aussi eu le temps de sonder les étudiantes et les étudiants au sujet de leurs expériences comme nouveaux créateurs. Et les réponses qu'on a obtenues sont allées au-delà de nos espérances. On a eu des messages qui nous signalaient que des personnes avaient entrepris des démarches d'écriture littéraire suite à ces évaluations-là ou ces travaux-là qu'on leur faisait écrire. Et là, on reviendra sur le détail, mais je pense qu'on a réussi à insuffler chez des personnes un désir d'écriture qui allait aller au-delà du simple travail scolaire. Puis juste ça, pour nous, ça a été le témoignage, on pourrait dire, le plus satisfaisant on pourrait dire, de la réussite du projet. Mais là, on va rentrer dans le détail de ce qu'on a fait. Je laisse la parole à Jean-François pour commencer tout ça. Oui, ben, juste avant de rentrer dans le détail, peut-être rappeler que le sujet d'invention, à la base, est une pratique en fait française qui a été en vigueur pendant quelques temps, qui l'est un petit peu moins maintenant parce qu'elle a été remise en question. Mais pour l'essentiel, il s'agit de faire un texte à partir d'un autre texte plutôt qu'un texte sur un autre texte, ce qui a toujours été plus ou moins le pain et le vin de l'analyse littéraire, la dissertation, etc. De sorte que la beauté de la chose et la merveille du sujet d'invention, c'est que l'évaluation ne préexiste pas à l'œuvre. C'est l'œuvre qui détermine, dans le fond, les questions intéressantes qu'on peut lui poser. Et la première, dans le fond, qu'Olivier et moi avons créée, puis que je vais vous présenter maintenant si elle apparaît voilà, à l'écran. Donc, on a fait lire le Horla de Maupassant, œuvre canonique patrimoniale s'il en est. Et puis, on s'est demandé, dans le fond, comme à chaque fois que l'écriture d'invention, qu'est-ce qui serait intéressant de faire à partir de ça? Et ce qu'on a décidé de faire, c'est une scène alternative. Donc, si vous avez en tête évidemment le Horla, on n'est jamais sûr, c'est la beauté du texte, si le Horla existe ou non, si on a un cas de folie ou au contraire un cas de lucidité extrême. Mais dans le cas de sujet d'invention, on fait comme si le Horla existait vraiment et on demande aux étudiants de raconter la fameuse scène où la rose flotte dans le jardin, mais du point de vue du Horla. Comme si le Horla, finalement, réécrivait cette scène-là. Donc, il ne s'agit pas d'inventer une autre histoire, il ne s'agit pas évidemment d'aller contre le texte original. Il y a là-dedans évidemment une vérification de lecture aussi qui est à l'œuvre, qui est très importante pour nous, parce qu'il faut évidemment que les étudiants aient lu les textes. Il s'agit simplement de raconter la chose à partir d'un point de vue qui peut être radicalement autre, parce que alors là, je vous rappelle, est un double immigrant. D'abord, il vient du Brésil, mais il vient aussi d'un autre monde, métaphysiquement. On ne sait pas exactement il vient d'où. Et c'est ça, finalement, qui était une des deux manières qu'on a trouvé de faire du sujet d'invention, c'est-à-dire qui est à la fois une vérification, finalement, qu'une lecture a été faite, mais aussi une incitation à rentrer dans l'imaginaire de l'œuvre pour voir comment ils peuvent investir, finalement, cette scène-là. Comment est-ce qu'on fait finalement pour corriger ça? Parce que malheureusement, comme disait Yvon tout à l'heure, on en arrive à des choses très plates et très cadrées, paramétrées, parce qu'on anticipe, par exemple, une centaine de copies qui vont arriver en même temps. Ben, il faut, veut pas, avoir quelque chose comme une grille de correction. La grille de correction sur laquelle on s'est entendu, Olivier et moi, c'est la suivante. C'est-à-dire qu'on a demandé, donc, ben, je rappelle très rapidement, le narrateur se promène. À ce moment-là, il n'est pas encore complètement sûr qu'un être parasitaire le tourmente, mais il voit flotter une rose au-dessus du jardin. Et là, il répète 6 fois, j'ai vu, j'ai vu. Si vous avez bon souvenir, alors là, c'est un drame de la vision, parce qu'à ce moment-là, mon passant notamment perdait la vue, lui aussi. Et puis, tout tourne autour de la question de est-ce qu'on, cet être-là, on ne peut pas le voir, justement. De sorte qu'on s'est dit, ben voilà, si le Horla voyait ça, il faudrait qu'il fasse, par exemple, dans votre sujet d'invention, les choses suivantes. Vous devez décrire le narrateur qui ne se décrit jamais lui-même, évidemment, parce que c'est un journal intime, qui n'a aucun intérêt à le faire. Donc, comment s'habille-t-il? À quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Ensuite, puisque là, le tourmente et tourne autour tout le long de la nouvelle, vous devez décrire des traits de caractère qui auraient été observés par le narrateur par le Horla sur le narrateur, pardon. Donc, est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il est jovial, etc. Troisièmement, donc, il fallait voir pourquoi est-ce que l'or-là tourmente comme ça le narrateur et pourquoi est-ce qu'il soulève la rose, qui a permis d'avoir des choses vraiment intéressantes de la part des étudiants, parce on leur répétait que Maupassant écrit ça, lui, sur le mode de l'épouvante fantastique, mais vous pouvez varier les tonalités, puis bon, plusieurs étudiants font du hors-là un amoureux transi du narrateur, et puis quand il sort la rose comme ça, c'est un geste de déclaration, dans le fond, affectueuse, et puis bon, ça a donné des trucs qui sont vraiment intéressants de ce point de vue-là. Ensuite de quoi, il y avait les références aux scènes antérieures à la scène future. Ça, c'est plus ou moins l'équivalent du test de lecture intégré, parce qu'il faut être sûr finalement qu'ils ont lu l'œuvre. Donc, le là devait faire référence à deux scènes qui sont arrivées avant celle-là et devait anticiper
par des moyens fantastiques ou non, parce que bon, là peut avoir des capacités de futurition, là, on ne sait pas. Une scène qui va arriver plus tard dans le roman. Puis comme ça, on vérifie effectivement est-ce que la lecture a été faite. Et je dirais qu'on vérifie beaucoup plus que quand on leur faisait une analyse littéraire sur un extrait, parce que les étudiants qui sont wise, entre guillemets, peuvent très bien faire une analyse littéraire sur un extrait sans avoir lu le livre en entier. Alors que c'est beaucoup plus difficile de le faire avec quelque chose comme ça. Et puis, le reste, c'était donc les figures de style. Bon, je suis d'accord avec toi, Yvon, là, c'est pas une panacée, là, puis ça peut faire suer. En même temps, dans le studio d'invention, ce qu'on fait avec les figures de style, c'est qu'on les voit au début, puis après ça, on leur demande de les mettre en œuvre dans ce qu'ils écrivent. Fait que c'est pas tellement, tu sais, de dire il y a une métaphore ici, puis de voir c'est quoi l'effet qui est créé par l'auteur et tout, parce que, bon, ça a ses limites, évidemment, là. Mais c'est par exemple, dans le cas du Horla, on leur disait, ben, tu sais, mon passant, par exemple, dans le Horla, utilise beaucoup la phrase exclamative, la phrase interrogative, il utilise beaucoup des répétitions aussi parce que son esprit est en train de balbutier constamment. Donc, vous allez créer un être verbal qui est le Horla et vous allez l'axer sur deux figures maîtresses. Et après ça, vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi celle-là. Ce qui a donné lieu quelquefois à des choses assez formidables, parce qu'il y en a certains qui ont utilisé beaucoup la synesthésie, par exemple, donc la confusion sensorielle, en disant l'Horla perçoit peut-être le monde autrement que les humains. Et beaucoup ont utilisé la périphrase aussi, parce qu'il dit peut-être qu'il ne connaît pas le nom des choses elles-mêmes. Donc, plutôt que de dire une table, il va dire c'est cet objet à quatre choses, etc., parce qu'il vient d'ailleurs, encore une fois. Donc, ça, c'était la grille qu'on avait. Alors, très rapidement, avant que je passe, parce qu'on ne veut pas dépasser le temps, au début, c'est plus long. Bien sûr, ça a été beaucoup plus long que la fameuse analyse qu'on est capable de canarder comme ça en 10 minutes, là, parce qu'on en a fait des milliers. Par contre, je vous rassure, s'il y en a d'entre vous qui voudraient essayer quelque chose qui ressemble à ça, à partir d'un certain moment, on prend le pli, puis, parce que malheureusement, on est encore, si un jour on en arrive à 10 par classe, on changera ce qu'on fait, mais malheureusement encore, on est encore à 100 quelques copies à chaque fournée, et puis il faut viser quelque chose qui fait en sorte qu'on est des êtres humains encore capables de fonctionner à la fin de la session. Et ça peut se faire quand on prend le pli à peu près aussi rapidement qu'une analyse ou une disserte classique. Donc là-dessus, je vais passer la parole à Olivier. Oui, une petite chose avant de passer au point suivant, c'est, on dirait aussi que en faisant ce projet expérimental-là de création littéraire intégrale en français 101, ça a instillé chez Jean-François et moi-même des désirs de changer notre façon d'enseigner, c'est-à-dire que on a aussi profité de ce projet expérimental-là pour demander à l'administration de nous permettre de faire du co-enseignement. Alors, on a interverti les rôles. On s'est des fois retrouvés à deux devant sa classe, à deux devant ma classe. On a aussi demandé d'avoir des locaux plus grands dans lesquels on a fait rentrer nos deux classes pour leur faire faire des brefs petits exercices de création. Bref, ça a généré chez nous aussi comme prof sorte d'élan vers essayer des nouvelles pratiques d'enseignement. Et ce que ça a aussi engendré, c'est ça nous a donné aussi envie de les faire sortir de la classe. Et là, c'est pour ça que je vous présente ici des haïkus. Là, vous en avez trois qui ont été produits par des étudiants la session passée. Donc, on a dit aux étudiants, vous allez aussi sortir de cette classe et vous allez vous frotter au monde extérieur. Tantôt, ils vont vous évoquer cette question-là qui est centrale dans la littérature. Moi, justement, on est allé leur dire, allez vous promener sur le campus du Cégep de Saint-Laurent, puis inspirez-vous. Et je peux vous dire une chose, puis je pense que vous allez reconnaître avec moi que il y avait jamais, il y a pas beaucoup d'étudiants qui m'avaient dit ça après la rédaction d'une analyse littéraire, mettons. On a envoyé donc des étudiants sur le campus pour produire des haïkus et on leur avait dit d'observer le monde extérieur, puis d'essayer de trouver quelque chose. Puis il y a un étudiant qui est revenu en classe puis qui m'a dit, Monsieur, je peux vous dire aujourd'hui que pour la première fois, j'ai vu un stationnement. Et non, mais c'est très important, ça, c'est-à-dire on les regarde, tout ça, mais là, pour la première fois, il avait pris connaissance il avait conscientisé le stationnement et tout ceci a engendré chez cette personne-là le poème que j'ai mis là, que je ne suis pas capable de lire parce que j'ai le coup cassé, là. Mais c'est rangée de voitures, toutes endormies côte à côte, course du matin. En plus, ça donne un haïku très potable. Donc, mais donc, c'est ça, ça engendre des choses comme celle-là aussi d'aller du côté de la création avec des étudiants. De mon côté, j'aimerais vous faire part là, d'une évaluation que j'ai fait faire. Moi, c'est à partir d'un roman d'une romancière contemporaine qui s'appelle Emilienne Malfato, qui s'intitule Le colonel de Dorpa. Pour le dire vite, c'est un récit
C'est un récit de guerre dans lequel on est plongé dans un univers guerrier flou, au contour indistinct. On ne peut pas savoir exactement où l'action se déroule. Il y a trois personnages centraux, dont un colonel. Et ce colonel-là, à la fin du récit, meurt après avoir fait subir à toute une série de prisonniers des séances de torture incroyables. Puis il y a une ordonnance qui est là, qui assiste à tout ça et qui, justement, survit à toute cette horreur-là par le travail de son imagination. Le récit est construit à la fois au je et au il. Il y a des changements de perspective narrative, fait que ça m'apparaissait comme un excellent récit pour, justement, inviter les étudiants à aller du côté de la création. Donc, moi, ce que je leur demandais, c'était de prolonger le récit. À la fin du récit, le colonel meurt, puis l'ordonnance ne sait littéralement pas quoi faire, parce qu'il a tellement été habitué de répondre aux ordres, puis de fuir la réalité par l'imagination, que là, il est démuni. Et là, je leur dis, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que l'ordonnance va choisir de faire? Et donc, moi, ce que je demande aux étudiants, c'est au lieu d'être une dissertation, une analyse finale en 700 mots, c'est un long travail de création de 700 mots où ils doivent faire des associations de perspectives narratives entre le je et le il, et ça a donné lieu à des choses extraordinaires. J'ai des étudiants qui ont choisi d'aller plus 350 mots je, 350 mots il, mais il y en a qui ont opté dans une logique d'écriture un petit peu plus audacieuse pour des transferts d'énonciation beaucoup plus rapides, et ça a donné lieu à des, j'ai envie de dire, des effets de cascade dans le discours qui étaient parfois très étonnants. Puis la reprise du je après le il ou du il après le je, il y avait des effets qui étaient créés très, très forts. Autrement dit, il y a des consignes que j'ai mis au tableau pour vous donner des petites idées. Puis si jamais vous voulez qu'on vous envoie ces consignes-là, on va se faire un plaisir de partager ces informations-là avec vous. Là. Il n'y a pas de copyright là-dessus. Là. Plus on est de fous, plus je pense que les choses vont bouger. Et donc, dans plusieurs travaux, moi, j'ai vu ces consignes-là disparaître. C'est-à-dire que j'ai lu des textes dans lesquels la mécanique qu'on sent toujours à l'œuvre quand on corrige une dissertation, une analyse, qui peut des fois donner lieu à des moments de fulgurance. Là, je ne dis pas que j'ai jamais été frappé en lisant une analyse ou une dissertation explicative. J'ai lu des affaires très, très fortes. Mais dans ça, on sentait comme l'emportement dans l'écriture, tu sais, de se plonger dans un récit fictif, tout en répondant des consignes qui, justement, dans plusieurs travaux, disparaissaient. Il y a même des moments où on était content d'avoir dit aux étudiants, là, dans les marges, mettez-moi où vous êtes rendus là, par rapport à ces consignes-là, parce que sinon, j'aurais eu de la difficulté à m'y retrouver, mais pour les plus belles raisons du monde. Donc, tout ça pour dire que ce travail a été très bien réussi. Je l'ai fait faire dans plusieurs groupes, et je pense aussi que, je vais revenir sur les procédés, parce que vous savez comme moi, quand on s'en tient aux méthodes de rédaction classiques, le procédé est au cœur de toute l'affaire, mais justement, c'est une chose à laquelle on est maintenant sensible puis à laquelle on croit, je pense qu'il est beaucoup plus sain pour une personne étudiante d'arriver à formuler un procédé, de le créer, puis de le rendre pertinent dans le cadre d'un texte qu'il a lui-même inventé, que de simplement être capable d'identifier une hyperbole, puis de dire voici ses effets de sens. Quand on demande à une personne étudiante de le produire, le procédé, puis que ce procédé-là signifie, là, il y a un défi qui est quand même important. Puis là, c'est là que je trouve que justement, l'enseignement de toute cette méthodologie-là devient intéressant. Alors, pour terminer, comment on s'est débrouillé pour faire passer ça? Là, ça revient à la question, dans le fond, de à quel point est-ce que c'est bloqué et à quel point c'est ouvert. Ben, c'est plus ouvert que ce qu'on pourrait croire, mais ça aide beaucoup d'avoir dans l'administration quelque chose comme un agent double, c'est-à-dire quelqu'un qui, en sa qualité de directeur adjoint ou directeur des études, partage certaines des sensibilités de ce qui se passe vraiment dans une classe. On a eu la chance d'avoir ça, donc je veux quand même ici remercier très sincèrement Éric Saint-Jean, sans lequel ce projet-là n'aurait jamais existé. Bon, il y avait une diapositive, c'était soyons luthériens, soyons protestants, parce que dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, tout simplement, c'est de retourner aux devis. Les devis sont des textes épouvantablement plates et ennuyeux, et ça a comme effet que personne ne les lit, ou à peu près, parce qu'on est certain que tout est cadenassé à double tour. Mais dans les faits, quand on y retourne, si on regarde dans le fond les compétences maîtresses du 101, parce que pour l'instant, le sujet d'invention chez nous, ce n'est que le 101, l'étudiant doit être capable d'analyser les textes littéraires. Et à aucun moment, dans les devis, on ne s'embarrasse d'une description très précise de ce que veut dire analyser. Comme si soit c'est évident, ou soit, dès le départ, et mon intuition, c'est pas mal dans ce sens-là que j'irais, on a voulu laisser ça assez vague, précisément, pour ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Et c'est par la suite, au gré d'un palimpseste, d'édition critique, qu'on a fini par formaliser la fameuse quadrature du cercle, c'est-à-dire l'analyse littéraire avec idées principales, idées secondaires,
citation, après ça par la suite, l'explication et tout ça. Il n'y a rien de tel qui apparaît évidemment comme ça dans le devis. Donc, ce qu'on a fait pour l'essentiel, parce qu'évidemment, oui, il y a des assemblées départementales et il fallait avoir l'aval de notre assemblée pour qu'on puisse poursuivre une seconde année le projet pilote, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire, les modifications, dans le fond, qu'on pourrait faire sont mineures pour rendre ça conforme, dans le fond, au devis. Et les modifications apparaissent actuellement parce que là, vous avez une version Word du plan cadre pardon, qu'on a plus ou moins produit. Bon, évidemment, il ne peut pas être question de demander à l'étudiant de maîtriser une analyse littéraire à la fin parce qu'on ne leur demande pas de faire ça. Par contre, le sujet d'invention apparaît ici comme une manière de vérifier que la compétence maîtresse, c'est-à-dire analyser un texte littéraire, est atteinte. Et ça exige donc de modifier légèrement ce passage-là, mais en même temps, il faut passer ce test-là pour qu'on puisse recevoir la certification que oui, on peut aller de l'avant. Il fallait changer donc quelques mots. C'est sûr qu'il n'y a pas d'introduction, développement, conclusion dans les règles dans un sujet d'invention. Par contre, si on calcule que les raisons pour lesquelles on demande à l'étudiant de faire une introduction, un développement, une conclusion, c'est pour pratiquer la structuration mentale, on peut avoir exactement le même résultat en demandant à ce qu'il y ait des éléments, finalement, qui soient présents à travers une grille de correction qui montre que l'étudiant a pensé à son affaire, entre guillemets, en essayant de voir, il va d'abord y avoir ceci, après ça, il va y avoir cela, etc. Ce n'est pas radicalement différent. De sorte que finalement, ce projet-là, on est peut-être des hérétiques, Olivier et moi, par rapport au devis, mais on est des hérétiques réformistes, là, parce que dans le fond, il ne s'agit pas de sortir complètement non plus de la doctrine ou du dogme. On est encore dans le devis. Je ne pense pas que quelqu'un pourrait nous taper sur les doigts trop fort ce qu'on voulait vérifier. Euh, Encore une fois, je vous rappelle, je ne sais pas exactement par quelle déviation sémantique ça finit par s'imposer, mais nulle part dans le devis, on inscrit que l'étudiant doit maîtriser l'analyse littéraire. C'est devenu ça par la suite, mais au départ, c'est un infinitif très vague. Et c'est parfaitement possible de dire, via quelques sujets d'invention, que oui, parce que les sujets d'invention, dans le fond, sont une dialectique entre l'écriture et la lecture, l'étudiant a lu des livres, il est capable d'analyser les textes littéraires et est capable d'en faire la preuve via les sujets d'invention. Donc, actuellement, on en est où actuellement à Saint-Laurent? Ben, on a fait ça la première année, Olivier et moi, co-enseignement. Moi, j'ai eu 8 groupes là, de sujets d'invention. Je vais passer en 102 dissertation explicative, puis c'est la mort dans l'âme, là, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas envie de retourner du tout. Mais on est actuellement à 5 collègues, en plus de nous, qui avons pratiqué ça cette année et qui vont le faire aussi cet hiver. On commence à avoir un bassin important là, pour de données probantes, entre guillemets. Et ce n'est pas scientifique ce que je dois dire, mais je peux vous dire qu'après avoir parlé à tout ce monde-là, il n'y a personne qui reviendra en arrière de ceux qui ont testé le sujet d'invention. Tout le monde, finalement, continuerait avec ça. Donc, voilà, c'était notre projet qui est encore en cours, Cégep Saint-Laurent.